Euh, Vraiment, Poutine n'a pas gagné cette bataille. Les Ukrainiens sont partout, derrière leur drapeau, derrière leur président. Ici, les enfants, les adolescents font des cocktails Molotov dans la rue. Les femmes transforment des filets de pêcheurs en filets de camouflage. Les hommes sont partout, extrêmement actifs. C'est impossible de chiffrer l'armée qui est en train de se préparer. Poutine peut être aux portes de Kiev avec beaucoup de matériel, mais il va tomber sur un mur d'êtres vivants qui veulent en découdre, qui veulent se battre alors que c'est un peuple extrêmement paisible à l'habitude. Aujourd'hui, ils sont envahis. Il y a une semaine, ils étaient encore paisiblement dans leur vie de tous les jours. Mais ils ont réagi extrêmement vite. De fait, les civils font des tranchées, empêchent des accès, sont prêts à faire sauter des choses. Pour moi, c'est incroyable ce que je vois tous les jours et cette population extrêmement motivée. Alors, parfois, on me dit, mais pourquoi tu ne rentres pas? Mais comment est-ce que je rentrerai avec des gens autour de moi qui sont aussi motivés? L'Ukraine m'a accueilli il y a 3 ans et je reste en Ukraine. Jackie Lebas, je précise que vous êtes à Jytomyr, hein, c'est à l'ouest de Kiev, et on entend votre détermination, la détermination des Ukrainiens, et on va vous retrouver dans quelques instants. On peut en profiter pour faire un point avec vous, ma chère Catherine, carte à l'appui sur la progression de l'armée russe dans les autres villes du pays, parce qu'on a beaucoup parlé de Kiev, mais il y a d'autres théâtres d'affrontement. Oui, il y a une ligne de front qui est absolument majeure et qui se situe au niveau de Mariupol. Tout à l'heure, Magali Barthez en parlait. Mariupol, port stratégique, industriel, poumon industriel du pays. Et puis, c'est un lieu où s'est réunie la résistance ukrainienne. Eh bien, regardez. Kherson qui est à peu près à 80... Kherson est tombé aux mains des Russes, qui sont en tout cas à la porte de Kherson et qui veulent rentrer dans la ville. Certains soldats auraient d'ailleurs commencé leur avancée dans la ville, selon certains témoignages. Voilà, et un peu plus loin, donc on voit l'autre ligne de front au niveau de Mariupol. Et regardez à Berdyansk. Berdyansk, c'est 80 km de Mariupol. Eh bien, cette ville, elle vient de tomber aux mains des Russes. Et on le voit bien, ils ont Mariupol en ligne de mire parce que c'est le poumon industriel du pays. Et prendre Mariupol, ça permettrait aussi de faire la jonction entre deux lignes de front, celle qui est au nord de la Crimée et dans le Donbass. Mariupol, donc, qui est visée depuis ce matin par des bombardements importants, avec cette ville stratégique qui est donc maintenant privée d'électricité. On le voit, cette ville, elle commence à être assiégée. Le temps de la guerre, merci Catherine, ce n'est pas le temps médiatique, on est au 6e jour de l'offensive. Est-ce qu'on peut dire, quand on voit, carte à l'appui, que l'armée russe avance de manière assez efficace dans le sud du pays, qu'il y a cet étau qui se resserre autour de Kiev, que l'opération avance plutôt rapidement finalement? Pierre connaît ça. Rapidement, mais encore une fois, je vous dis, le point important, c'est la déclaration politique, la guerre est finie. Parce que là, ça traduira la posture diplomatique de Poutine. Mais ça ne veut pas dire que la guerre sera arrêtée. On n'est pas dans le scénario de la guerre de 40, c'est-à-dire c'est pas une offensive éclair, si vous voulez, qui va tellement bousculer les armées françaises et anglaises que finalement Paris va être occupé sans un coup de feu et puis on va avoir un gouvernement de collaboration. Donc on n'est pas dans ce scénario-là. Au contraire, tant qu'ils n'ont pas maîtrisé ou ils n'ont pas attrapé le chef d'État ukrainien, on n'a pas une posture diplomatique ukrainienne qui est celle de la négociation. Bien sûr qu'il y a des négociations en Biélorussie, mais enfin ces négociations, personne n'y croit. On ne négocie pas en position de telle faiblesse, si vous voulez, à l'égard de quelqu'un comme Poutine. Donc voilà, Poutine est prêt à faire des négociations, c'est pas un problème, c'est un menteur. C'est un menteur? Ah ben oui, c'est un menteur. Il nous l'a fait plusieurs fois. Il nous a dit, il préparait son plan d'invasion et en même temps, il proposait des négociations. Donc, je veux dire, il joue un double jeu depuis le départ. Vous êtes gentil quand vous dites double jeu, c'est un menteur. Oui, c'est ça. On peut le dire, avec une voie diplomatique qu'il fait semblant d'ouvrir d'un côté et des attaques qu'il perpétue en marge de ces négociations diplomatiques. Mais justement, je me tourne vers Julien Arnaud, du service politique de TF1 LCI, qui nous a rejoint. Est-ce que ça signifie que les négociations qui ont eu lieu hier, en tout cas les discussions entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, au vu des images qui nous parviennent ce matin, n'ont servi à rien?
Quand vous échangez avec les conseillers de l'Élysée, les proches d'Emmanuel Macron, vous sentez un discours qui est quand même, je trouve, assez pessimiste ces dernières heures. Quand on vous explique et qu'on vous dit aujourd'hui, il y a un risque très grave de voir la Russie étendre ses opérations en Ukraine, c'est ce qu'on voit effectivement ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on montre à travers les images. Quand on vous explique que le dialogue, l'échange téléphonique qu'il y a eu entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron pendant 1h30, qu'on vous dit c'était franc, robuste, sans concession, mais nécessaire, vous comprenez que quand même il y a une très très forte tension, même si le président Macron rappelle à chaque discussion, est-ce que nous disent ses conseillers, il faut l'arrêt de toutes les frappes et les attaques contre les civils, préservation des infrastructures ou encore sécurisation des axes routiers, ok, mais après voilà, on voit ce qui se passe effectivement sur le terrain aujourd'hui. Donc j'ai trouvé un discours effectivement d'heure en heure qui était assez pessimiste du point de vue de l'Élysée, mais avec